Donc, bonjour à tous, je suis Christophe Chervy et je serai votre hôte pour le webinaire de ce jour. Donc, le webinaire d'aujourd'hui traitera de Rubedo, qui est une solution CMS open source basée sur Zen Framework et sur MongoDB. Nous avons une équipe complète pour vous présenter aujourd'hui, puisque nous avons Didier Fanchon, donc, qui est CEO de Webtel, Julien Bourdin, qui est directeur technique, Christian Durel, DG de Zen France, et Grégory Bécu, qui est directeur avant-vente stratégique et expert CMS chez Smile, qui nous a rejoint. Messieurs, c'est à vous. Bonjour, Christian Durel. Donc, je suis très heureux d'accueillir la société Webtel et Smile en nos locaux pour vous présenter leurs produits Rubedo. Donc, je voulais juste rappeler que Webtel est un des partenaires OEM, comme on en a d'autres, sur d'autres types d'applications. Et le produit Rubedo s'appuie sur les technologies Zen Framework et le produit Zen Server 6. Donc Zen Server 6, je ne vous présente pas aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, les détails de cette solution. Vous pouvez y accéder sur des webinaires déjà enregistrés sur notre site ou nous contacter à tout moment. Donc en deux mots, c'est juste un stack PHP, donc qui a l'avantage d'être versionné, industriel et pour lequel on propose un support, d'une part, et d'autre part, qui est accompagné de tout un ensemble d'outils de performance et de productivité. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail, vous pouvez vous rapprocher de nous ou vous regarder sur notre site web l'accès à ces informations-là. Quel est l'avantage pour un client donc de s'appuyer sur une solution qui elle-même s'appuie sur Zen Server? Eh bien, non seulement vous bénéficierez du support de l'éditeur, donc Webtel en l'occurrence, mais cet éditeur bénéficiera lui-même du support PHP et Zen Framework. Donc, il est capable de pallier à toute problématique, qu'elle soit de sécurité ou de fonctionnement de ces produits open source. Et puis, par ailleurs, ça permet à Webtel de s'appuyer sur tout un ensemble de mécanismes de productivité universels. Universels dans le sens où beaucoup d'éditeurs, beaucoup de sociétés d'intégration utilisent ces technologies-là pour développer tout type d'applications. Et ça intègre des outils qui vous seront présentés soit dans ce webinaire, soit de façon externe, donc des outils de détection et de correction d'erreurs, de sécurité, de déploiement, de management des configurations ou de produire des indicateurs de performance de l'application. Donc le résultat pour le client, eh bien, c'est qu'il pourra disposer d'une application qui apporte une meilleure disponibilité, donc un meilleur niveau de service. Et une des conséquences heureuses de cette utilisation, c'est que ça crée un outil assez précis pour comprendre le fonctionnement de l'application, détecter les erreurs, en connaître la source, ce qui facilite grandement la qualité des relations et des échanges entre éditeurs, intégrateurs ou hosting company. Voilà, j'en ai fini. Je passe la parole directement à Monsieur Didier Fanchon, qui va démarrer cette présentation de Webtel. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans cette session de présentation de Rubedo. Avant de rentrer dans le vif du sujet et puis de parler de Rubedo et de vous en faire une démonstration, une petite présentation des différents intervenants. Donc moi, je m'appelle Didier Fanchon, j'ai un bagage d'ingénieur en informatique. J'ai été dernièrement directeur d'une business unit web dans une SS2I qui s'appelle Free Group pendant 7 ans. Donc j'ai utilisé beaucoup d'outils de gestion de contenu pour faire des projets divers et variés avant de cofonder Webtel avec différents associés. Je remercie Grégory Bécu d'avoir accepté notre invitation. Grégory est maintenant directeur de l'avant-vente stratégique de la société Smile. Il a longtemps porté l'offre CMS chez Smile. Il est l'auteur de nombreux livres blancs sur la question. Il est notamment créateur et organisateur du CMSD, donc c'est un intervenant qui a une très bonne connaissance du marché, de ses attentes, et qui nous éclairera sur ce point. Nous accueillerons aussi Julien Bourdin, qui est centralien de l'école Centrale Lyon, architecte PHP de son état, cofondateur avec moi de Webtel, dont il est actuellement le directeur technique. Et Julien est papa depuis quelques jours d'un CMS qui s'appelle Rubedo, papa technique tout du moins, donc il sera le mieux placé pour vous le présenter.
Un petit mot avant de démarrer sur le pourquoi et la genèse du projet Rubedo. On peut s'interroger parce qu'on a énormément d'offres CMS sur le marché, plus ou moins bonnes, mais qui sont aujourd'hui matures et qui remplissent leur office. Donc se lancer dans un nouveau projet de gestion de contenu, ça peut paraître une drôle d'épopée. Pourquoi avons-nous fait Rubedo? Quelle différence ça offre par rapport à d'autres solutions? Quels apports la solution donne par rapport à des enjeux du web? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Pour commencer, ce petit diagramme illustre une étude qui a été faite au printemps 2012 par Smile, une enquête auprès de 200 sociétés utilisatrices d'outils de gestion de contenu. Sur ce schéma, on voit émerger plusieurs choses. D'une part, l'offre, je l'ai dit, est pléthorique, mais on a quand même un certain nombre de leaders sur le marché. Les 6 ou 7 premières solutions sont toutes, alors ça va être Drupal, Joomla, WordPress, Spip, Typo3 ou EasyPublish, sont toutes, c'est le premier constat qu'on peut faire, des solutions relativement anciennes. Elles ont toutes une dizaine d'années d'existence. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est qu'elles sont toutes aussi sur le même socle technologique, qui est le socle LAMP, pour ceux qui connaissent les acronymes de Linux, Apache, MySQL et PHP. LAMP apparaît comme une norme de fait sur le marché des CMS. Mais qu'en est-il en 2013? Pour éclairer cette question, un petit peu d'histoire peut être utile. J'ai rapporté sur ce slide les différentes étapes du web, qui a commencé à peu près dans les années 1990 avec l'émergence de la norme HTML. Quelques années après, en 95, on voit que PHP, ça doit suivre à une année de différence. PHP en 94, MySQL en 95 sont créés et petit à petit viennent se greffer à partir de 99-2000 un certain nombre de solutions. Là, vous reconnaissez dans les 6 solutions qui figurent sur ce slide les leaders du marché actuel que j'ai cités tout à l'heure. Ce qui est frappant, c'est qu'elles se sont toutes créées à peu près à la même époque, au début des années 2000, et qu'elles ont toutes été créées sur le même socle technologique qui date de 95. Pour autant, le web a énormément évolué depuis leur création, entre 2000 et 2010 et aujourd'hui 2013, et on a vu pas mal de choses apparaître, notamment le langage PHP qui s'est fortement industrialisé et qui rivalise aujourd'hui avec les meilleurs langages de programmation comme Java ou .NET. On est à un niveau industriel qui est comparable et le langage s'est fortement professionnalisé, a donné lieu notamment à la création de frameworks de développement, donc d'outils mis à disposition des développeurs pour créer des applications. Comme Zen Framework, il en existe d'autres, mais Zen Framework est un des principaux frameworks PHP. On a vu aussi naître des alternatives aux bases de données relationnelles que sont MySQL, SQL Server ou Oracle. Ces bases de données qu'on qualifie de Big Data ou de NoSQL aujourd'hui ont été inventées par les grandes majors du web, comme Google, comme Facebook, comme Amazon, qui n'arrivaient plus à gérer les volumétries et le nombre d'utilisateurs simultanés qu'ils devaient adresser avec des systèmes transactionnels et relationnels classiques. Donc ils ont inventé de nouvelles bases de données qu'on qualifie de NoSQL. C'est le cas de MongoDB. Et sur la partie client, vous voyez qu'il y a une petite césure entre le haut et le bas du troisième groupe. On a vu aussi des technologies qui se sont professionnalisées sur la partie client d'Internet, c'est-à-dire la partie qui est faite, qui est interprétée par votre navigateur et par votre PC. De nouvelles normes sont également apparues, comme HTML5 et SS3, qui autorisent des interactions riches avec les utilisateurs et sur des terminaux mobiles, tablettes, smartphones qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux et hétérogènes. Donc d'un côté, on a de nouvelles technologies pour de nouveaux enjeux du web et de l'autre, des produits qui ont été construits sur des bases techniques éprouvées mais relativement anciennes. Alors que font ces produits aujourd'hui? Ils essayent évidemment de suivre les tendances et sont tous en cours de mutation. Un certain nombre d'entre eux, EasyPublish, Drupal, Typo3, sont en cours ou ont opéré déjà des migrations pour se doter de frameworks de développement.
La plupart sont également en train de regarder du côté des technologies NoSQL et se dotent d'extensions de stockage NoSQL. WordPress adopte massivement HTML5 et CSS3. Voilà, toutes sont en train de migrer. Mais il y a un souci de taille, c'est que réécrire des dizaines de milliers de codes sur un existant qui maintenant a superposé les couches pendant 10 ans, migrer des centaines, voire des milliers d'extensions représente un travail colossal. Donc vous commencez à voir pourquoi nous avons créé Rubedo. De façon assez simple, nous avons pensé que repartir de l'état de l'art 2013 des technologies plutôt que de reconstruire sur des choses un petit peu vieillissantes semblait une bonne optique pour construire plus vite et adresser mieux les enjeux du web de demain. C'est sur ces enjeux que Grégory Bécu va pouvoir nous éclairer maintenant, puisque nous allons aborder la troisième partie de cette présentation, enjeux et réponses des CMS modernes. Merci DJ de cette invitation. En tout cas, donc Grégory Bécu de Smile. Donc en tout cas, on est ravis d'être présent ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Smile, c'est le premier intégrateur de solutions open source en France et en Europe, avec à peu près 700 personnes. Et donc c'est vrai qu'on a une position très très forte sur les CMS. Et puis on était vraiment très intéressé par la sortie de Rubedo parce que il est basé effectivement sur un stack technologique qui est vraiment très intéressant. Nous on travaille beaucoup sur la big data, tant sur le côté business intelligence que sur le côté e-commerce. On a fait l'implémentation par exemple de la base de NoSQL par exemple sur Magento. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est extrêmement intéressé en tout cas de travailler avec Rubedo. C'est un outil qui manquait effectivement dans le paysage des CMS. Alors pourquoi? Parce que quand on regarde aujourd'hui les enjeux de la gestion de contenu moderne, on peut citer 5 points, ceux qui sont sur l'écran. On a un enjeu fort sur le socle technique, un enjeu important sur la contribution, l'ergonomie, on le verra tout à l'heure, un enjeu sur la performance, un enjeu sur la mise en page, tout ce qui est notion d'autonomie, et enfin un enjeu très très fort sur la mobilité, parce qu'aujourd'hui effectivement l'usage en mobilité est vraiment très très forte un peu partout, tant dans l'univers personnel que professionnel. Voilà. Donc on va balayer un petit peu ces différents points, et donc avec DJ, on se repassera un petit peu le micro pour pouvoir présenter Rubedo sur ces différents points. Alors sur le socle technique, effectivement, c'est pas un élément que tout le monde a accès. Les utilisateurs finaux travaillent plutôt sur les interfaces, mais c'est un élément vraiment capital. Ça permet effectivement d'avoir une très bonne qualité industrielle, d'avoir des garanties de pérennité, d'être aussi interopérable par rapport à des systèmes d'information. Il y a beaucoup de points qui sont très importants concernant le socle technique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des CMS open source s'orientent vers des frameworks open source. Il existe encore quelques CMS qui n'utilisent pas des frameworks, mais la tendance de fond, c'est quand même d'utiliser des frameworks qui garantissent effectivement un socle technique de grande qualité. Aujourd'hui, si vous regardez un petit peu le paysage, Typo3 par exemple, continue de travailler en tout cas sur son framework qui s'appelle Flow3 par exemple, Drupal et EasyPublish sont passés sur un autre framework PHP. Voilà, la tendance de fond en tout cas, c'est l'industrialisation, c'est de garantir une ouverture, une extensibilité, et de ce point de vue-là, effectivement, Rubedo est très bien positionné. Voilà, pour reprendre un petit peu le socle technique de Rubedo, il se compose d'un certain nombre de briques open source qui ont toutes un certain nombre de caractéristiques auxquelles nous nous sommes attachés quand il a fallu les choisir. D'une part, la maturité, avoir des choses qui soient éprouvées et solides et avec déjà des références en production. Le côté industriel qui fait que nous pouvons les utiliser facilement, elles sont ouvertes et interopérables. Et puis une chose que nous avons aussi choisi de faire, c'est de prendre uniquement des solutions open source qui soient supportées par des éditeurs, qui est à notre sens le meilleur gage de pérennité qui soit. Il y a un éditeur derrière qui fait à la fois de la maintenance corrective et qui maintient une roadmap pour que le produit continue à évoluer. Ce n'est pas le cas de solutions qui seraient purement communautaires, c'est-à-dire sans société à même de les supporter. Donc une petite différence entre les briques qui sont utilisées côté serveur avec Zen Framework comme framework PHP. On utilise aujourd'hui Zen Framework 1, mais la migration vers Zen Framework 2 est d'ores et déjà envisagée à court terme. On utilise aussi un moteur de template qui s'appelle Twig, qui est bien connu de la communauté PHP pour être utilisé dans d'autres frameworks.
Et côté client, la nouveauté, c'est des frameworks JavaScript orientés sur le web. On en a choisi deux. Un spécialement adapté à faire des interfaces riches en back-office, qui est SenchaX.js, et un beaucoup plus simple à mettre en œuvre et beaucoup plus malléable et souple, qui est jQuery, et qu'on utilise sur la partie front office du site. Côté présentation, on s'appuie également sur un framework HTML5 CSS3 très répandu qui est Twitter Bootstrap. Donc c'est un framework qui est développé et maintenu par Twitter, donc gage de pérennité relativement certain et très répandu dans le monde open source. Et puis enfin, côté développement mobile HTML5, nous utilisons un autre produit de la gamme Sencha qui mutualise des composants JavaScript, qui est Sencha Touch 2. Voilà, alors sur le deuxième enjeu que nous avions sélectionné, la notion de contribution et d'ergonomie, donc c'est un enjeu vraiment très important. Alors, comme le disait Didier tout à l'heure, l'année dernière, au cours du printemps, on a réalisé une enquête auprès de 1200 sociétés, et effectivement, le deuxième point le plus important en termes d'attente des utilisateurs, c'était la qualité des interfaces de gestion. Et donc là, on voit bien qu'en termes de population d'utilisateurs, aujourd'hui, n'importe qui dans les entreprises utilise un CMS comme on utilise un traitement de texte. Et la garantie, effectivement, de l'utilisation d'un CMS, c'est de faire en sorte que celui-ci soit ergonomique. Quand on regarde d'ailleurs les courbes d'évolution des différents CMS, on voit bien que des CMS comme par exemple WordPress ou bien même Joomla par exemple ont pénétré le marché grâce à leur qualité ergonomique. Pour l'époque, c'était vraiment très intéressant. Et aujourd'hui, effectivement, il est très important de choisir en tout cas un outil qui offre une bonne productivité au quotidien sur la saisie, l'animation de contenu. En tout cas, c'est un enjeu vraiment considérable pour la gestion de contenu. Un des avantages que nous avons eu quand nous avons conçu Rubedo, ça a été de bénéficier justement de résultats d'enquête et de savoir quelles étaient les attentes du marché. Évidemment, en tant qu'utilisateur au quotidien d'une grande panoplie de CMS à la fois open source et propriétaire, le constat était évident que l'ergonomie est bien souvent le parent pauvre du CMS. Et on a souvent des outils faits par des techniciens pour des techniciens. Donc l'ergonomie était extrêmement soignée dans le produit Rubedo. Et vous le verrez tout à l'heure dans la démonstration, le parti pris a été de faire le back-office comme un véritable bureau virtuel ou un OS desktop qui se rapproche beaucoup en termes de manipulation de ce qu'on peut faire sous Windows, sous Mac, sous Linux. Donc ça permet une appropriation qui est quasi instantanée par les utilisateurs. Ça offre des fonctionnalités avancées comme le fait de pouvoir faire du multifenêtrage, de pouvoir créer des raccourcis, des icônes, de faire du drag and drop. Et ça donne aussi un espace de travail qui est optimal par rapport au poste utilisateur. En dernier lieu, la personnalisation n'a pas été du tout oubliée puisqu'on peut facilement personnaliser son environnement de travail. Voilà, le troisième enjeu, qui rejoint un petit peu le premier, celui du socle technique, c'est la notion de performance. C'est vrai que on a vu dans le passé, beaucoup de CMS s'intéressaient à la notion d'ergonomie, et la notion de performance, elle est travaillée, notamment, comme disait Didier, par les CMS un peu en place. Mais pour autant, effectivement, on est en face à des enjeux qui sont vraiment de plus en plus importants quand on parle du big data, la capacité à gérer des volumes de données, des grands volumes de données. Alors quand on parle de contenu, ça peut paraître relativement simple, mais quand on va parler d'images, de vidéos, même de commentaires, on peut vite arriver à des milliers, des millions de données, voire plus. Et donc la performance, elle est liée à la fois à des grands volumes de données, mais aussi à la gestion de données qui sont vraiment très différentes, et d'avoir la capacité de monter en charge, ce qu'on appelle la scalabilité dans nos termes. Donc aujourd'hui, effectivement, avoir un CMS qui est scalable, qui est capable de monter en performance, qui peut effectivement s'étendre, être capable de servir des quelques centaines d'utilisateurs simultanés, voire quelques milliers, voire plus, effectivement, c'est un enjeu qui est considérable quand on voit la progression du web. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les architectures actuelles des CMS, c'est quasiment systématiquement la base de données qui est un petit peu le goulot d'étranglement, qui est l'aspect limitant dans les architectures web. Didier a mis un lien vers un article que l'on a écrit concernant le NoSQL et le CMS. On en a écrit d'autres concernant aussi l'e-commerce, où on a fait des implémentations en fait de base comme du NoSQL, parce qu'effectivement, très souvent, on a connu des limites en termes de performance. Voilà, rapidement, pour illustrer le NoSQL pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est,
La notion est relativement simple à comprendre. Dans le cadre d'un CMS, on va gérer des contenus. Vous voyez là un article qui est affiché. Ces contenus sont structurés. Ils sont structurés avec des champs textuels, des champs médias, images, vidéos, sons. Et ils sont souvent de plus en plus classifiés à l'aide de catégories, de tags. Ils embarquent aussi de plus en plus des commentaires ou des liens vers les réseaux sociaux qui deviennent aussi très importants dans le cadre des CMS. Toutes ces informations à manipuler dans une approche relationnelle de type MySQL va générer beaucoup de tables. On va avoir, pour modéliser la partie que je vous ai montrée, pas moins de 6 tables pour un seul type de contenu qui sera le type de contenu article. Vous imaginez que quand vous multipliez le nombre de types de contenus, donc les typologies d'informations qui sont affichées à l'internaute, cela va engendrer un nombre de tables qui devient vite exponentiel, et une requête unitaire pour ramener les données d'un article va devoir requêter 6 tables et 2 jointures. Dans une approche de type NoSQL documentaire comme les MongoDB, on va regrouper toutes les informations relatives à l'article dans une seule et même entité qu'on appelle une collection. Et l'intérêt du NoSQL va être aussi de pouvoir gérer des données hétérogènes. On va pouvoir pousser dans cette collection non seulement un article, mais un événement, une news ou toute autre structure de données sans avoir à recréer de structure de stockage. Donc, requête unitaire va porter sur une seule collection et on voit bien l'intérêt que ça a. L'image qu'on peut en faire est celle d'une approche relationnelle d'un disque dur très fragmenté où il faudrait pouvoir aller rechercher plein de petits fragments pour reconstituer l'information. Dans une approche NoSQL, tout ça est stocké de façon beaucoup plus homogène sur disque et même monté en mémoire, ce qui permet pas mal de choses. Les avantages du NoSQL vont être essentiellement la performance en lecture et en écriture. J'ai parlé de la mémoire bien plus sollicitée que le disque dur. On a parlé des grandes volumétries, de la montée en charge, mais aussi, et c'est très important dans le cadre de CMS, de la souplesse de modélisation. On n'est pas figé à des structures dures de données, on peut les faire évoluer dans le temps, et ça, c'est une véritable souplesse pour faire avancer les CMS. Les inconvénients, c'est qu'on va devoir déporter dans la couche applicative de la logique métier, de l'intégrité qui avant était déléguée à la base de données. Pour cela, le recours à un framework de développement est donc indispensable. Et on peut noter aussi que certains projets transactionnels, comme du e-commerce, peuvent nécessiter une architecture hybride. Dans Rubedo, le paradigme a été enfin, notre approche a été d'inverser le paradigme. La plupart des CMS actuels partent de bases relationnelles et puis mettent en place des connecteurs vers du NoSQL. Malgré tout, ils n'ont pas refondu leur modèle de données. Or, bien faire du NoSQL, c'est aussi penser NoSQL dès le démarrage et donc modéliser les contenus, les pages, les sites d'une façon qui va bien s'adapter à ce mode de stockage. Donc, nous inversons le paradigme. Rubedo, c'est d'abord du NoSQL et ensuite du relationnel, c'est-à-dire que le relationnel ne sera utilisé que quand il a du sens dans certains cas, et ils sont relativement peu nombreux, transactions par exemple dans le cadre d'un site e-commerce, où on va devoir faire de la réservation de stock en temps réel lorsqu'on commande un article. Mais dans la plupart des cas, le NoSQL est entièrement adapté à une approche de CMS. Nous déclinons cette approche aussi bien dans le moteur de stockage que dans le moteur d'indexation et de recherche. Et nous avons donc choisi un moteur de recherche qui est NoSQL également et qui s'appelle Elasticsearch. Vous le verrez à l'œuvre tout à l'heure. Voilà. Le quatrième enjeu, qui découle aussi des points précédents, c'est donc la mise en page et l'autonomie. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avoir un CMS avec un socle technique performant, c'est quelque chose d'important. Mais avoir effectivement un outil qui soit autonome, c'est également une clé de succès. Donc quand on regarde aujourd'hui, il faut pouvoir être autonome bien sûr dans la gestion des sites, mais aussi des pages et des contenus, et le maximum possible, c'est-à-dire si possible sur la plus petite entité de contenu possible. Voilà. Donc la capacité à définir des types de contenus structurés, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, définir par exemple qu'est-ce qu'une actualité, qu'est-ce qu'un contenu, etc., qu'est-ce qu'une recette de cuisine, ça c'est un élément important qui est souvent sous-estimé effectivement sur les projets et qui est aujourd'hui une clé de base, en tout cas sur tous les projets mis en place de CMS. Alors Rubedo n'oublie pas cet aspect d'autonomie et va très loin en offrant un studio de création complet,
à l'usage des utilisateurs du back-office, donc administrateurs, webmasters, mais aussi contributeurs, et permet aujourd'hui, on va en avoir la démonstration, donc je ne vais pas m'étendre dessus, de créer des sites sans aucune compétence de développement. On va pouvoir créer de nouveaux types de contenus, créer des gabarits de pages différents, créer des pages, des sites, classifier les contenus au travers de champs, de taxonomie. Donc un studio de création complet qui permet d'être vraiment autonome dans la création de sites, mis à part la couche graphique qui, elle, nécessite des compétences de designer artistique. Rubedo vient avec une trentaine de blocs en V1 fonctionnels et prêts à l'emploi. Je vous laisserai les découvrir sur les slides par la suite. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une architecture extensible et que de nombreux blocs sont déjà en développement et vont voir le jour, notamment sur les aspects collaboratifs, documentaires, réseau social. L'architecture est totalement extensible. Voilà. Et enfin, le cinquième point qui concerne effectivement les enjeux de la gestion de contenu, c'est la mobilité. Donc tout le monde est confronté à cette problématique de la mobilité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui font usage de leur smartphone effectivement pour consulter un site web. Hein, on parle effectivement d'une invention des courbes en 2015, peut-être même avant pour certains sites. En tout cas, c'est un enjeu de taille, c'est un enjeu très important et aujourd'hui, lancer un nouveau site web sans prendre en compte cette notion de mobilité, c'est dangereux parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a énormément de trafic web en fait qui s'oriente vers des flux mobiles, via des flux mobiles, et donc à offrir une version adaptée à la mobilité, c'est vraiment un enjeu essentiel de la gestion de contenu d'aujourd'hui. Côté mobilité, Rubedo embarque en fait est une solution multicanal, donc qui permet de gérer de la diffusion de contenu sur des supports différents et offre deux techniques différentes. La première qui exploite au maximum ce qu'on appelle le responsive design en HTML5 CSS3 permet de faire des sites qui s'adaptent à la résolution du device sur lequel ils sont affichés. Donc ça a été complètement intégré natif à l'outil par simple paramétrage. Vous allez pouvoir déclarer que tel bloc ou telle ligne ou telle colonne s'affiche sur tel device ou sur tel autre ou a un comportement différent. Et nous embarquons une fonction de prévisualisation qui permet de voir comment votre site va se décliner sur les différents supports, smartphone ou tablette. Le deuxième volet technique, c'est que grâce à Sunshot Touch 2, qui est une usine de développement HTML5, vous pourrez créer des applications mobiles HTML5 qui sont ensuite compilables en applications natives, iPhone ou Android. Donc les deux options seront possibles, créer du site responsive, et ça ce sera natif, et c'est natif dans le produit, ou développer des applications mobiles pour répondre à des enjeux un petit peu différents. Voilà, je vous propose de passer maintenant à la démonstration et de céder la parole à Julien Bourdin, qui va vous montrer, vous faire découvrir Rubedo à travers cette démonstration. Voilà, donc bonjour à tous et merci d'être présents pour ces démonstrations. Donc je vais juste corriger l'idée qui utilise des fois le futur pour vous dire que tout ce qu'on a dit c'est du présent. Donc Rubedo est actuellement sorti, est actuellement disponible et on peut donc l'installer. Donc effectivement, ce produit s'installe. Donc je demande quelques prérequis, notamment une stack PHP, 5.3, 5.4. On recommande 5.4 pour des raisons de performance, mais c'est testé à partir de 5.3. On recommande Zen Server puisque c'est là-dessus qu'on l'exploite, c'est là-dessus qu'on le supervise et qu'on le débug. Pour les développeurs, découvrez le débuggeur PHP si vous ne le faites pas encore, c'est une très bonne habitude. On a quelques prérequis, notamment MongoDB, Elasticsearch. Tout est rappelé dans une documentation d'installation et si vous avez suivi toutes les étapes, vous arrivez sur ce premier écran lorsque vous démarrez. Donc cet écran, c'est l'outil d'installation. La limite de cet outil, c'est qu'il n'est pas protégé et qu'il faudra penser à le supprimer ou à le bloquer une fois le processus terminé. Donc je vous propose de démarrer ce petit wizard d'installation qui va vous demander de vous connecter, de renseigner différentes informations, notamment la connexion à la base de données. Donc ici, c'est déjà rempli par défaut sa base que j'ai utilisée dans la démonstration. Si je soumets, je vois que c'est bien vert, que tout va bien. Je passe sur Elasticsearch, donc je configure aussi l'accès à Elasticsearch. Donc Elasticsearch propose des index. Donc un index correspond à un ensemble d'éléments homogènes. Donc en fait, vous aurez un index pour les contenus et un index pour les documents en général. Donc documents étant documents multimédia ou documents bureautiques. Donc une fois ceci déclaré, je vais pouvoir initialiser la base en appliquant les index nécessaires pour la recherche et en appliquant les contenus nécessaires pour avoir tous les prérequis de fonctionnement.
Ensuite, j'ai un écran qui me permet de créer des comptes d'administration. Donc je dispose déjà d'un compte, mais je vais en créer un deuxième, juste pour le plaisir d'utiliser ma démonstration. Et je choisis de mettre une adresse mail de chez nous. J'ai la possibilité de déclarer un service de mail, donc un serveur SMTP qui sera exploité plus tard par les fonctionnalités de newsletter ou les fonctionnalités de contact, mais qui est complètement optionnel, qui n'est pas nécessaire pour le fonctionnement de la démonstration. Je peux également, lorsque je travaille en environnement de développement, déclarer un nom de domaine local à ma machine qui remplacera le nom de domaine de production. Donc je ne vais pas le faire dans cette démonstration, mais c'est un moyen de facilement simuler la production dans d'autres environnements. Et enfin, je peux déclarer est-ce que je veux afficher les erreurs PHP quand tout va mal. Alors j'espère que je n'en aurai pas besoin pour la démonstration, alors je vais le désactiver. De même, lorsqu'une exception se produit, je peux avoir un texte court ou ne pas avoir de texte. Utiliser ou non le mode debug d'Ext.js. Et après, des petites fonctionnalités, des petites configurations de type nom de cookie et de du cookie. Donc, j'ai positionné tout ça, mais je passe, je le valide, et je dis finish. À cette étape-là, tout est rappelé, vous indique que toute la configuration est dans un fichier JSON au chemin indiqué ici, et vous rappelle qu'il faut bien protéger ça. Donc nous allons passer à l'accès au back-office, qui demande de rentrer un login et un mot de passe. Je vous invite évidemment à faire en sorte que ce soit un HTTPS plutôt qu'un HTTP sur vos environnements de production. Et donc j'arrive sur ce fameux back-office. Donc ce back-office, comme Didier vous l'a dit tout à l'heure, ça ressemble à un WebOS. Et si en plus je vous le mets en full screen, c'est encore plus un WebOS. On est sur un environnement qui rappelle vraiment le desktop que vous pouvez rencontrer tous les jours. Et vous avez ici, je vais pas dire un menu démarrer parce que c'est passé de mode, mais un menu d'accès aux différentes applications où on retrouve pages, prévisualisation, contenu, médiathèque, qui sont les éléments de contribution habituels. Un menu studio qui sera utilisé par le web designer pour créer les sites, les masques de pages, les types de contenu, les types de médias. Et le ne pas toucher pour les gens qui savent pas ce que c'est, qui sont des fonctions avancées d'administration, notamment la gestion des droits. Cet environnement est configurable, notamment, parce que moi personnellement je préfère le thème bleu, je vais l'appliquer. Je suis donc sur un thème bleu, mais voilà, ça n'est pas déterminant pour le bon fonctionnement de la démonstration, du moins je l'espère. Chacune des applications se comportera de la même façon. Vous aurez l'approche là, à savoir une application, c'est une fenêtre, que vous pouvez mettre éventuellement en plein écran, que vous pouvez éventuellement minimiser, que vous pouvez évidemment fermer quand vous voulez, et qui prend toujours la même ergonomie, à savoir un ruban avec des outils qui sont inactifs lorsque vous ne pouvez pas faire les actions associées, et qui, en fonction d'une sélection, alors ici c'est l'outil page, comme j'en ai pas encore créé, j'ai pas de choix, et dès l'instant où vous aurez accès à ces options-là, vous pourrez sélectionner les éléments et appliquer les actions qui sont au-dessus. Maintenant, pour avoir quelque chose à vous montrer, il va falloir faire le minimum. Le minimum du minimum, pour avoir un site à montrer, c'est de faire un site, justement. Donc là, dans le studio, je vais créer un ou plusieurs sites, un en l'occurrence pour la démonstration, et ce site s'appelle, du nom de domaine utilisé, ici, rubedo.local, mais vous avez le libre choix d'utiliser le site que vous voulez. Vous pouvez choisir le thème, je vais laisser le thème par défaut, mais il y a un certain nombre de thèmes proposés en exemple, et vous pourrez évidemment en créer d'autres et en ajouter. Ça demandera juste un tout petit peu de travail d'intégration HTML, mais très raisonnable. Pour le moment, je n'ai qu'un seul modèle de site, le site vide. Quand vous aurez avancé et que nous-mêmes aurons développé d'autres exemples, vous pourrez soit mettre vos propres modèles de site pour votre usine à site, soit utiliser les modèles qu'on vous proposera. Quelques métadonnées qui seront récupérées par les différentes pages du site, et je crée le site. À partir de maintenant, un site est créé, ce qui veut dire que des pages existent. Donc pour ce site, rubedo.local, j'ai une page d'accueil, une page recherche, une page détail, et à ces pages est associée une notion de masque de page. Alors, c'est une notion très couplée, puisqu'en fait, c'est un élément récurrent de la création de sites web. Les pages, généralement, suivent un ou plusieurs modèles. Un site web est fait de quelques modèles de pages. Nous avons décidé de l'appeler masque, et donc de pouvoir définir quelques types récurrents. Donc là, notre site par défaut vide a un seul masque, qui est le masque par défaut. Généralement, c'est un petit peu limitant, donc je propose de dupliquer ce masque pour faire les pages intérieures. Et ces pages intérieures pourront être légèrement différents du masque par défaut, ou bien être complètement identiques, ou bien je peux maintenant modifier mon masque par défaut et le composer un peu plus.
La composition se base sur une notion de ligne, de colonne, de bloc. Une ligne contient des colonnes. Les colonnes ont des largeurs. Donc, par exemple, je peux remplir comme ceci et comme cela. Et là, je compose une ligne en bas de page qui sera faite de 2 colonnes, toutes les deux faisant 6 de large, puis un total de 12. Ceux qui font du Twitter Bootstrap, ça peut leur parler. Je vous le mets en grand écran pour que vous voyez bien ce que ça signifie quand on a tout l'espace voulu. C'est le squelette. Alors, il me demande de le répercuter sur la page en dessous, donc j'accepte. J'ai un squelette avec un bloc de navigation qui est présent sur toutes les pages, c'est sur ce masque par défaut, qui est en fait le masque de la page d'accueil dorénavant. Une zone où je mettrai mon contenu principal, et un pied de page que je pourrais composer, si l'envie en prend, pour rajouter des choses sur 2 colonnes. Comme je disais, c'est installé Twitter Bootstrap, et ça propose aussi, comme vous voyez ici, des options de visibilité. Je peux décider que, par exemple, toute ma ligne, que je vais appeler pied de page, que cette ligne soit affichée uniquement sur ordinateur et pas sur la tablette et téléphone, parce que l'espace manquant, on préfère se limiter. C'est comme ça qu'on pourra facilement traiter les aspects responsive design en pensant, dans l'organisation de la page, quelles sont les colonnes importantes pour tel et tel mode de vue, et prévoir des variantes selon le terminal. Donc maintenant que je dispose de 2 masques, je n'ai pas besoin de l'enregistrer, je crois que j'avais déjà tout enregistré. Vous voyez, quand j'enregistre, j'ai une notification qui me le dit, c'est fort agréable pour savoir où on en est. Donc je referme les masques de page, et je dispose actuellement toujours du même nombre de pages, et j'en crée quelques-unes avec mes nouveaux éléments. Donc je crée une page intérieure, que je vais appeler Agenda, et qui aura le masque de page, page d'intérieur. Je vais en créer une deuxième, que je vais appeler Article, et que je mets également en page d'intérieur. Alors tout ceci me permet d'avoir un front office, et donc j'ai déjà une ébauche de front office que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc c'est très vide effectivement, puisqu'on a parlé de pages. Donc j'ai une page d'accueil, 2 pages intérieures, agenda et article, mais ça reste très vide, parce que je n'ai pas encore parlé de contenu, et j'ai pas mis de contenu dans la page, j'ai rien composé au niveau de la page. Donc c'est là qu'il va falloir parler de ces fameux contenus, qui sont finalement le cœur de métier d'un outil de gestion de contenu. Donc cet outil propose un menu contenu, enfin une application pour gérer les contenus. J'ai déjà 3 types de contenus qui me sont proposés, articles, événements et actualités. Alors là, je vous révèle une petite supercherie de démonstration. J'ai déjà des articles qui étaient rentrés dans ma base avant de commencer la démonstration, ce qui m'évite de vous prendre 20 minutes juste pour vous créer quelques articles. Donc partant d'ici, je dispose déjà d'éléments que je peux regarder. Et un élément, c'est un titre, un résumé, une date, un corps et une image. Alors vous me dites c'est bien ça, mais pourquoi c'est défini comme ça? Alors c'est défini comme ça parce qu'on vous a proposé quelques-uns par défaut, mais vous pouvez en créer d'autres. Et en dehors du fait qu'ils auront toujours un titre et résumé, vous avez le libre choix de tout ce que vous voudrez faire. Donc tout à l'heure, Grégory a évoqué les recettes de cuisine. Et je vous propose d'aller dans des outils studio, parler de type de contenu, et on va créer un type de contenu recette. Et un type de contenu recette, typiquement c'est quoi? C'est toujours un titre, un résumé parce que vous n'y couperez pas, mais c'est également d'autres champs. Donc il y aura un champ où est mon texte riche? J'ai mon texte riche ici. Donc j'ai un champ texte riche, comme l'indique le build ici, qui est un module qui s'appelle CK Editor qui est utilisé. Et ce champ de texte riche, ce sera, par exemple, body, juste pour le nom technique, mais surtout, ce sera ma recette proprement dite, que je vais mettre ici. Ce sera un deuxième champ, on va dire texte plus simple, qu'on appellera ingrédients. Ce sera une ou plusieurs images, donc j'ai proposé un champ média. Et dans ce champ média, je dirais que ce seront des images. Et enfin, on va mettre un champ évaluation, parce qu'on aime bien, quand on fait ça à titre liste de recettes, pouvoir noter de combien vaut ma recette. De 1, bon bah je la refais peut-être pas, à 5, c'est un succès fou. Donc voilà comment on crée un contenu, et ce type de contenu tout de suite défini, est directement exploitable, et donc je peux aller créer de nouvelles recettes tout de suite, et avoir le formulaire de saisie des recettes.
Donc voilà comment marche contenu, type de contenu. Et si je reprends mes articles de tout à l'heure, ils ont été faits de la même façon avec le studio et j'ai défini les champs que j'exploite ici. J'en profite d'une petite parenthèse sur la taxonomie, donc c'est une notion que connaissent bien les gens qui font du Drupal. C'est aussi un autre mot, c'est classification. C'est de faire des thèmes, des axes de classement. Et donc le plan de classement, ça peut être la navigation. J'appartiens à un ou plusieurs sites. Ici, j'ai qu'un seul site, c'est pas un enjeu. Dès que j'aurai beaucoup de sites, choisir où le contenu va aller est important. Et bien sûr, on peut avoir d'autres catégories. Par exemple, j'ai pris une catégorie géographie pour dire que le canyon de Miraval représenté, c'est un canyon espagnol de l'Aragon. Et je l'exploite de cette façon-là. Donc je dispose de mes contenus, et maintenant il va falloir quand même les afficher. Et donc, afficher les contenus, c'est reprendre mon outil page et décider comment je les affiche. Alors, ce qui souvent est très agréable, c'est d'avoir en page d'accueil un bloc de type carousel qui permet d'avoir une belle mise en avant des contenus. Donc, je vous propose ici de mettre en place un carousel qui fera la largeur totale au maximum. Comme vous verrez plus tard, ça s'adapte. Je définis ce contenu et je vais choisir quels sont les éléments qui s'affichent et je vais choisir l'option requête manuelle. Donc on a trois options ici, les trois façons de poser des questions à la base. Cette approche par requête remplace finalement l'approche complexe de définir une requête SQL. Comment fait-on ceci, comment fait-on cela pour avoir les contenus. Vous avez des assistants qui vous permettent de gérer trois cas différents. Le cas le plus classique, c'est de dire je choisis manuellement et je décide que le Miraval, l'événement PHP et les lacs du Connemara, en fait c'est pas des lacs, mais c'est mis en avant quand même, sont les éléments retenus. J'enregistre tout ça dans la page et je reviens sur la page d'accueil. Et là, normalement, si tout va bien, je dispose d'un joli carrousel présentant mes trois événements. Alors je ne clique pas trop vite parce que WebEx fait un peu de latence. Donc je viens dessus et je dispose de la vue détail de ces éléments. Donc j'ai un premier exemple de présentation de contenu. Second exemple, mes agendas. C'est tous mes événements par date, je vais les présenter. Je vais prendre un deuxième bloc, qui est différent mais qui prend le même principe, qui est le bloc agenda. Lui aussi parle sur le principe de j'ai une requête. Alors je prends une requête qui est déjà définie, qui a été mémorisée, qui est la requête de tous les événements de l'agenda. C'est direct et efficace. Qu'est-ce que fait le module agenda? Ça propose un joli petit calendrier en vous disant quel jour il s'est passé quelque chose et la liste des événements. Je vais voir le mois suivant, je vois qu'il y a qu'un seul événement de prévu. Je vais dans le passé, un seul événement de prévu. Cette vue-là, je vous propose de la voir d'une deuxième façon, c'est la prévisualisation. L'idée vous a parlé tout à l'heure de responsive design, et finalement l'enjeu c'est de se dire comment est-ce que ma page se rend selon le contexte. Alors je vous propose par exemple de prendre la page d'accueil, que vous avez déjà vue. Alors je vais essayer d'avoir le plus de place possible sur cet ordinateur pour que vous voyez bien les rendus. Donc là, j'ai ma page d'accueil, vous voyez, telle qu'il est rendue sur un ordinateur. Et je peux simuler et vous montrer ce que ça donnerait sur une tablette en mode portrait. Vous voyez que c'est le même carousel, dont la largeur s'est adaptée, mais le menu est déjà rendu de façon légèrement différente. Et si je passe sur un téléphone portrait, bien, c'est encore plus tassé, mais ça reste le même principe. S'il y avait une page plus complexe, le contenu serait linéaire en dessous, et une navigation est proposée de façon accessible en niveau ergonomique. Et ce module vous propose deux autres fonctionnalités, de pouvoir voir les contenus en brouillon, là j'en ai pas fait donc je ne vais pas vous le montrer, mais de pouvoir vous montrer aussi le site tel qu'il a été ou tel qu'il sera en fonction de la date. Donc si par exemple je veux simuler ce qu'il y aura sur mon site en cette page le 24 avril, donc la page agenda, et bien, au mois d'avril elle est centrée sur le calendrier d'avril, qui est ce qu'on attend. Donc ceci est directement géré dans le back-office et vous permet directement de simuler votre site en brouillon à une date différée. Donc voilà, nous avons fait un premier tour des rendus. Je vais prendre juste le temps de vous montrer un autre module qui est le module média externe. Alors pour cela, je vais prendre un exemple qui est une vidéo YouTube qui dit que du bien de MongoDB. J'avais noté cette URL, c'est l'URL de YouTube, et je décide de le mettre sur une page. Par exemple, la page article, j'avais commencé à envisager une liste d'articles. Et je me dis, finalement, je vais pas mettre ça, je vais mettre juste une petite vidéo. Je vais vous le chercher. Ce module-là, alors, c'est un média externe, donc dans la catégorie média externe, il vous explique tout ce qui est compatible avec ce bloc. Donc on voit que la liste est relativement large. L'avantage surtout de cet outil, c'est sa simplicité, puisque je choisis de prendre un média externe.
et je choisis l'URL du média externe. Donc je copie mon reste de vidéo YouTube sans rien dire de plus. Et si je vais sur ma page article, par exemple par le mode aperçu, donc je reviens sur ma prévisualisation, je choisis donc la page qui s'appelle article, et se charge directement ma page. Alors j'ai pas précisé de dimension, donc c'est la dimension par défaut qui a été poussée par YouTube. Ma vidéo, What is MongoDB, que je vous invite à regarder si vous voulez savoir plus sur cet outil. Donc là j'ai fait un tour un peu complet de l'outil. Je vais vous parler de deux dernières petites fonctionnalités. Première très intéressante, c'est toujours dans la personnalisation. J'aime bien travailler sur la page d'accueil parce que c'est la page que tout le monde voit et qui est importante. Je me la mets en raccourci. Je pourrai revenir dessus plus tard. Je travaille sur des contenus, et un contenu, je suis en train de le rédiger, je reviendrai dessus plusieurs fois, donc pareil, je le mets en raccourci. Les raccourcis, je les range comme ça m'arrange, quand je reviendrai sur l'application, je les retrouverai là où je les ai laissés, et ils me permettront de venir travailler directement sur l'événement, sur la page d'accueil, voilà. Et évidemment, une fonctionnalité beaucoup plus importante, qui est le moteur de recherche. Le moteur de recherche vous permet de rechercher en back-office. Donc là, ici, je vois tous les contenus et les médias. Alors, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a une médiathèque. C'est-à-dire que là, c'est une vue différente, mais ça permet de voir tous les médias actuellement chargés dans la base et que vous pourrez exploiter. Donc cette médiathèque utilise le moteur de recherche, et donc vous pouvez consulter de façon transverse les contenus et les médias, et donc en back-office, décider de travailler, d'éditer un élément, que ce soit une image, par exemple pour remplacer l'image, parce que j'en ai marre de voir des éléphants, mais tout le monde aime les éléphants dans ce milieu, donc on va surtout pas changer ça, soit aller voir directement les articles, par exemple, événements PHP, qui utilisent justement ce fameux média. Donc voilà, en back-office l'outil. En back-office, on dispose d'un filtre qu'on appelle les facettes. Par exemple, par géographie, je peux voir tous les éléments qui concernent l'Europe qui ont été mis dans l'outil. Et je peux même raffiner encore, dire que les éléments qui concernent la France. Donc cette ergonomie que j'ai ici en back-office existe évidemment en front-office. Alors, juste petite particularité de la recherche, c'est que normalement, par défaut, elle est limitée aux contenus qui ont été associés à un site. Alors je vais l'ouvrir. Ce sera le cas d'usage où toutes les recherches sont transverses. Donc ici, je viens sur cette page, je lance ma recherche sans aucun critère et je retrouve tous mes résultats, médias, images, avec mes facettes. Évidemment, si je fais une recherche plus précise et que je cherche menhir, tout le monde cherche des menhirs sur les sites, je trouve la photo de Karnak qui est dans ma médiathèque. Et si par contre, je veux fixer plutôt sur ce qui a rapport avec l'océan Indien, je trouve un article qui parle des séries de Laos, que je vous invite à aller voir si vous avez l'occasion. Donc j'ai fait le tour de cette petite visite. Je vous invite évidemment à poser toutes les questions sur le produit. Et une démonstration, reprenant les éléments qu'on a vus aujourd'hui, sera en ligne dans les prochains jours, le temps que je récupère le retard de sommeil pour la sortie de Rubedo 1, donc, qui est disponible depuis maintenant vendredi. Voilà, donc je vais repasser la parole à Didier pour qu'il conclue sur Rubedo. Merci à tous. Merci Julien pour la démonstration. On va revenir rapidement, on est presque à la fin, pour dire quelques mots sur Rubedo et notamment son écosystème. Donc Rubedo est édité par la société WebTels. WebTels va donc fournir des services de maintenance, de support, de formation et d'expertise autour de Rubedo. Nous sommes associés, Christian Durel l'a indiqué en introduction, avec la société Zend, ce qui nous permet de proposer dans les versions qui seront soumises à souscription et donc qui seront supportées par WebTels, un support 360 degrés qui va vous offrir la maintenance corrective à la fois sur la solution Rubedo, mais également sur l'ensemble de la stack, c'est-à-dire Zen Framework et PHP, et qui offrira aussi la possibilité de déployer des sites sur Zen Server 6. Donc on aura, au travers de cette offre couplée WebTels Zend, une véritable solution industrielle pour des sites à fort enjeu. L'écosystème de Rubedo va aussi s'appuyer bien sûr sur sa communauté, puisque c'est un outil libre diffusé en licence GPL v3. Donc le code source est disponible en accès libre sur GitHub, sur le site communautaire rubedo-project.org. Et puis la communauté élargie, c'est aussi les utilisateurs et la communauté de tous les produits et toutes les briques open source que nous mettons en œuvre, notamment Zen Framework, mais aussi MongoDB, jQuery, Sencha, Twig, Elasticsearch.
Donc on a comme ça une véritable force qui va pouvoir développer des modules et s'approprier l'outil. Bien entendu, WebTels souhaite se positionner en tant qu'éditeur sur la solution et concentrer ses forces sur le développement de la solution, de la mise à jour de nouveaux modules et les services de support et de maintenance. Nous allons donc nous appuyer sur un réseau d'intégrateurs au sein desquels, pour les premiers qui sont prêts à nous suivre, Smile, bien entendu, expert en open source, Business et Décision, qui est un des partenaires phares de Zend et un des experts Zend Framework reconnus en France, et CLI Group, qui nous accompagnera aussi. Donc toutes ces sociétés et d'autres vont venir rejoindre les rangs, sont d'ores et déjà capables de mener des projets avec Rubedo. Quelques références. Les projets sont en cours, donc je ne vais pas vous donner une longue liste de références sur un produit qui est sorti vendredi dernier. Par contre, je peux vous dire que Rubedo, la plateforme, répond à un grand nombre de cas d'usage et nous sommes sollicités actuellement sur des projets qui sont soit en cours, soit qui sont dans les cartons. D'une part pour faire des sites ou portails web, ça paraît intranet ou internet, ça paraît l'évidence, mais aussi beaucoup sur des plateformes de développement multisites, là aussi internet ou intranet, voire extranet, sur des sites e-commerce, là Grégory en parlait tout à l'heure, la dimension NoSQL et la capacité à tenir de fortes volumétries et de fortes charges est très intéressante puisqu'on le sait, l'e-commerce est très souvent soumis à des grosses fréquentations, notamment sur des périodes courtes que sont les soldes. On a également des sollicitations pour du réseau social, des formulaires et enquêtes en ligne, des applications cartographiques. Ça exploite aussi des capacités des bases NoSQL à faire du calcul de distance par simple requête, ce qui est pour l'instant difficile dans des bases relationnelles. Donc le nombre de cas d'usage est très très important. Beaucoup de choses pourront être faites sur la plateforme Rubedo. Après, l'ordre de développement va surtout dépendre des opportunités de projets qui nous seront amenés soit par des clients en direct, soit par le réseau d'intégrateurs. La roadmap, un mot sur la roadmap. Le 15 mars a vu la naissance de la V1 de Rubedo. Donc c'est disponible en téléchargement sur GitHub, vous pouvez vous l'approprier, jouer avec. Une démo sera disponible sur le site communautaire pour vous permettre de jouer avec. Dès l'été 2013, nous avons programmé la migration sous Zend Framework 2. Petite précision, Rubedo, quand nous avons commencé, Zend Framework 2 n'était pas encore sorti, donc nous avons pris la décision de partir sur un socle qui était solide et éprouvé. Maintenant que Zend Framework 2 est sorti depuis assez longtemps et peut donner c'est l'avenir de Zend Framework, nous allons d'ores et déjà programmer la migration et puis on va se tourner vers tout ce qui est social content, donc l'intégration des réseaux sociaux avec les fonctionnalités de CMS, et puis mettre du multilinguisme, puisque l'outil que vous avez, même si le multilinguisme est prévu dans les structures de données, ne l'intègre pas encore complètement. Donc ça, c'est dans les évolutions qui sont déjà démarrées. Fin 2013, une nouvelle version, et là, ça dépendra, je le dis encore, beaucoup des opportunités qui nous seront données. Ce sera soit des briques collaboratives, soit des briques e-commerce, GED ou RSE. Ça dépendra des opportunités et des projets qui vont nous être confiés, ainsi qu'au réseau d'intégrateurs. On va attaquer les questions-réponses. Avant de vous donner la parole, un mot pour vous dire que si vous voulez aller plus loin, il y a le site webtels.fr, le site communautaire rubedoproject.org, et vous aurez l'occasion de dialoguer avec nous puisque nous serons présents, WebTels, au CMSD organisé par Smile le 25 juin 2013, événement très important pour les CMS qui regroupe une dizaine des meilleurs CMS open source du marché. C'est une bonne occasion de faire un tour, de se faire des idées avec des démonstrations et de dialoguer avec les éditeurs et les intégrateurs. Voilà, on va passer aux questions. La première question qui nous a été posée, c'était justement qu'en est-il du multilinguisme? Pour bien répondre à cette question-là, toutes nos briques sont déjà prêtes au point de vue modélisation de données et composantes pour utiliser la traduction. Néanmoins, il reste un travail ergonomique pour proposer ça dans le back-office, et il reste un travail de traduction proprement dit,
pour qu'on puisse proposer les back-office dans plusieurs langues. Donc c'est vraiment l'une des priorités qui est clairement identifiée, ça fait partie de nos besoins initiaux et les impératifs de sortir une version, nous sommes en train de programmer en juillet. Voilà, une autre question sur les limites de la personnalisation graphique et existe-t-il une sortie, un marketplace de templates tout fait? Alors, première réponse, non, il n'y a pas le système de mise en page par ligne et colonne n'impose pas de restrictions graphiques. On peut surcharger tous les thèmes graphiques par le biais de feuilles de style. Et par ailleurs, comme nous utilisons Bootstrap, il existe de nombreuses marketplaces de templates gratuits ou payants qui sont très facilement intégrables à Rubedo. En moyenne, on peut compter au maximum une demi-journée pour intégrer un thème à la plateforme. C'est en tout cas les premiers chiffres qu'on peut donner. À noter que d'autres CMS comme l'UTES, le CMS de la ville de Paris, ont déjà migré sous Bootstrap, qui est en train de prendre de l'ampleur. Pour compléter cette réponse, le mot marketplace apparaît, donc il n'y aura pas par contre de marketplace proprement dit dans nos produits, puisque nous travaillons bien en open source GPL v3, donc l'idée c'est que tous les développements soient bien communautaires. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que je réponds à une autre question qui était y a-t-il une API, qu'est-ce qui est documenté, comment on développe des choses sur Rubedo. Donc j'ai parlé de bloc. Donc le bloc c'est une notion importante de l'outil que vous allez voir revenir régulièrement. Donc un bloc, qu'est-ce que c'est? C'est finalement juste un contrôleur, un template tweed pour répondre précisément. Et donc rajouter des éléments, c'est simplement créer le bon contrôleur, la bonne vue. Tout ça existe, tout ça n'est pas encore documenté, question de priorisation des travaux, mais ce sera donc bientôt exposé explicitement avec la documentation qui arrivera sur le site, dès que possible pour nous. Alors, il y a deux questions. Donc, je vais d'abord prendre celle parlant de Bootstrap, jQuery et CVS. Donc, effectivement, on dépend de beaucoup de librairies. Et donc, les librairies sont gérées avec l'outil Composer. Donc, chaque version de Rubedo déclare les versions de Bootstrap, jQuery et CVS utilisées. Et nous qualifions sur un ensemble de versions. Et donc, à chaque fois que nous ferons une release de Rubedo, nous qualifierons des versions de ces librairies, et l'outil d'installation Composer vous permettra de rester à jour avec les versions qualifiées pour le produit par une simple commande comme ça à niveau. Donc là, normalement, pour nous, c'est relativement fiable et serein de notre côté. J'ai également une question sur le versioning. Alors, le versioning est prévu, c'est dans la roadmap, c'est pas affiché dans la roadmap de Didier, il y a déjà une fonctionnalité qui trace les différentes publications. Vous ne l'avez pas vu, mais les articles sont soumis à un workflow et chaque publication de nouvelle version met de côté la version précédente. Et donc nous avons un tracé pour le moment des versions des contenus. Au niveau des structures et des médias, on n'est pas encore tracé. Les opportunités de projet nous diront ce qu'il est nécessaire de mettre en place. Donc ça avance. Le versioning, vous l'exploiterez dans les prochaines versions. Et on me pose la question, la maturité quant au workflow. Alors les workflows, pour le moment, nous avons implémenté un workflow simple, à savoir qu'il y a un niveau de rédacteur, un niveau de valideur. Le rédacteur écrit les contenus et le soumet à quelqu'un qui pourra ensuite les publier. Donc pour le moment, on n'avait que ces deux niveaux. Un outil de workflow avancé est prévu, c'est-à-dire que la structure de données permet de recevoir beaucoup plus de niveaux et d'états. Néanmoins, notre expérience, c'est que très peu de projets font appel à beaucoup plus que ces deux niveaux. Très souvent même, on livre ces deux niveaux à un client et le client ne l'utilise pas. Néanmoins, c'est pareil, c'est dans la roadmap et le modèle de données est déjà prêt à accepter des solutions de workflow beaucoup plus complexes et beaucoup plus riches. Alors, il y a aussi une limite de taille des fichiers qui peuvent être intégrés dans le CMS. Nous travaillons avec MongoDB, nous utilisons le module qui s'appelle GridFS. Alors, GridFS, c'est un moyen de stocker des fichiers en base de données et ça accepte de très gros fichiers. Les limites après, c'est les capacités de vos serveurs, mais si vous montez en échelle et vous montez plus de serveurs, vous pouvez aller très loin. Pour le moment, le dépôt de fichiers se fait par l'interface web, donc la limite ce sera la configuration que vous mettez à votre propre serveur PHP, pour dire j'accède jusqu'à 32 mégaoctets. Dans des cas plus complexes ou des besoins plus précis, nous envisagerons de développer des connecteurs pour uploader des fichiers beaucoup plus gros. À titre d'exemple, j'ai déjà testé avec des vidéos de 250 mégas qui s'exploitent très bien, qui s'exploitent très bien, avec une navigation au sein de la vidéo, bloc par bloc, pour pouvoir lire de façon complètement fluide. Donc la limite de taille, ça dépend principalement de votre infrastructure et d'un peu d'ingénierie si vous avez des problématiques, on va dire, très élevées. Donc le CMS est-il compatible avec NGX?
voilà, sans aucun souci particulier. Nous avons qualifié avec Apache, mais Light HTTPD, NGX, enfin, n'importe quel serveur web du monde qui peut faire tourner PHP, peut faire tourner notre outil. Alors, l'authentification, la gestion des droits, les groupes utilisateurs. Alors, pas de souci sur ces questions-là. La gestion des droits et des groupes, c'est déjà implémenté, donc vous avez une notion de groupe. Les utilisateurs n'ont des droits que par leurs différents groupes. On n'attribue pas de droits directement aux utilisateurs, on l'attribue aux groupes, et après on attribue les utilisateurs à des groupes également. Donc votre utilisateur a la somme de ces groupes en termes de droits. Nous avons une notion importante qui est la notion d'espace de travail, qui permet de complètement cloisonner une partie de l'environnement et de laisser les utilisateurs complètement inconscients du reste des environnements. Donc on peut cloisonner et on peut gérer les droits donc, par silo, et donc avoir une usine natique avec des utilisateurs qui n'ont même pas conscience d'appartenir à cette usine natique, qui ne voient que leur propre site. Pour l'authentification, nous travaillons pour le moment avec une authentification sur la base de données Mongo, par le biais d'un adaptateur Zen-Auth. Donc si vous voulez remplacer cet adaptateur par un autre, il suffit dans le service de déclarer une nouvelle classe à utiliser en lieu de classe que vous utilisez déjà, et à ce moment-là, vous pourrez utiliser un autre adaptateur vers un LDAP, vers d'autres éléments. Donc c'est un tout petit peu de travail programmatique seulement, il n'y a pas de configuration de back-office, mais n'importe quel projet pourra aborder ces sujets-là de façon très très raisonnable. Alors au niveau des performances, il y a une recommandation du nombre maximal d'objets que l'on peut créer sur Rubedo. Alors le nombre maximal d'objets, j'avoue que nous n'avons pas cherché le nombre maximal d'objets. Là je vous renvoie au bench MongoDB pour le nombre maximal d'objets. Après, pour les enjeux de performance de façon générale, nous n'avons pas encore fait les bench, nous avons préféré privilégier le développement de la solution complète pour avoir justement abouti à des tests réalistes de performance. Donc dans notre liste de tâches, d'ailleurs nous avons commencé à aborder avec Smile qui proposait d'être partenaire sur ces sujets-là, nous allons faire des benches en développant un jeu de données pertinent, important, des scénarios d'usage conventionnels et de stress, et en faisant ces tests et en voyant le comportement de notre application. Sachant que par contre, nous avons déjà, au cours du développement, utilisé des benchmarks simples, notamment AB d'Apache, pour juste voir la charge et la stabilité en charge directe et brutale. Et nous avons un comportement qui était très prometteur, cet usage-là. Et on a fait beaucoup de profilage d'exécution, justement grâce à Zen Server 6, pour voir comment se comporte notre application, voir quels étaient finalement les points de contention éventuels. Et donc on a déjà pu anticiper quelques problèmes, mais on préfère finalement faire l'optimisation une fois les points de contention vraiment identifiés. Cette démarche en est assez stable. Et enfin, la question que redoutent tous les intégrateurs, quels sont les navigateurs supportés? Alors supportés pour le back-office, c'est le back-office qui est finalement le point critique, ce sont tous les navigateurs fixes, c'est-à-dire que nous n'avons pas qualifié pour de back-office mobile pour le moment. Donc l'ergonomie est prévue pour ça, et les navigateurs supportés, c'est finalement tous les navigateurs supportés par Expo.js, donc de tête IE8+, Firefox, Safari, Chrome, nous avons testé tout cela, Opera, nous n'avons pas fait un jeu de test exhaustif dessus pour le moment, mais il est supporté par Expo.js, éviter pour le moment IE6, et de toute façon c'est vraiment une recommandation que tout le monde suivrait évidemment avec plaisir. Vous n'avez pas vu le module analytique de la présentation tout simplement parce qu'on n'en a pas parlé. Néanmoins, intégrer un module analytique de type Google Analytics, c'est jamais que des éléments dans le HTML, donc il suffit de prendre votre template tweet ou de rajouter les marqueurs directement, et nous aurons bien sûr rapidement le moyen d'intégrer de façon dynamique un ou plusieurs analytics en même temps. Encore une question sur une API. Rubedo intègre-t-il une API REST d'intégration des données? Alors, juste maintenant, non, pas encore d'API REST. Par contre, nous avons une approche en service. On a un peu anticipé Zen Framework 2 déjà à l'époque. Toute notre couche métier est pensée sous forme de service. C'est-à-dire que la partie interface graphique appelle une partie service. Et donc, la mise en place d'API, REST ou SOAP, se fera ensuite derrière en mettant un coupleur qui prendra le service et qui l'exposera vers l'extérieur. Donc je sais que Zen, au moins dans sa version 1, proposait facilement d'exposer des services en REST ou en SOAP. Le 2, quand on y passera, le proposera également. Donc l'exposition de l'API pour un cas précis serait assez aisée à faire, puisqu'il suffit de reprendre les services déjà existants et de les exposer. Possibilité d'import et d'export de contenu et vers d'autres CMS. Alors vers d'autres CMS, non, bien sûr, une fois que vous l'aurez essayé, vous ne pourrez plus en changer. Néanmoins, dans les deux cas, que ce soit en entrant ou en sortant, nous sommes sur un modèle de données qui est très simple, puisqu'en fait, MongoDB travaille sur du JSON. Donc en fait, un format de données bien défini, qui est un format JavaScript au départ,
mais qui s'interprète bien vers du XML ou réciproquement, c'est-à-dire qu'il y a une proximité entre les deux. Et on peut donc facilement faire des moulinettes permettant de transformer du XML en JSON, du JSON en XML. Et l'avantage que vous avez dans le modèle de données, c'est qu'il est direct, c'est qu'il est sous forme d'un seul arbre. Donc partir d'une base relationnelle et aller vers notre outil, c'est finalement faire une moulinette qui récupère le contenu et qui qualifie ce contenu-là, c'est tel élément, donc cette première étape, et vous produisez votre XML ou votre JSON, et le charger après et l'exploiter grâce à notre studio de contenu, ce sera immédiat. L'inverse, par contre, est moins évident, puisque repartir d'un contenu peu structuré et aller vers un contenu structuré demandera un projet probablement plus complexe. Néanmoins, c'est un schéma que vous aurez tout le temps dans tout export de données, à savoir que partir d'une information très structurée pour une information moins structurée, c'est assez aisé. Passer à quelque chose de moins structuré et le réenrichir, ou du moins de le recloisonner, c'est maintenant plus délicat. Alors, une démo ou une vidéo de présentation plus avancée de Rubedo est dispo, point d'interrogation. La vidéo, non, pas encore, mais on va faire. La démo, elle est en cours d'élaboration, donc vous pourrez jouer avec dans les quelques prochains jours. On vous publiera une page d'accès à cette démo sur laquelle vous aurez le login et mot de passe pour pouvoir jouer avec le back-office, tester avec l'application. Nous aurons un jeu de données qui sera purgé toutes les heures, donc vous repartirez de votre bac à sable régulièrement. Et vous pourrez donc faire tous les usages que vous souhaitez, avec quelques limites, notamment vous aurez que quelques noms de domaines utilisables pour la démo. Vous aurez donc la possibilité de faire un multisite restreint, et vous ne pourrez évidemment pas faire perdurer ça pour montrer à vos chefs juste après. Regarde mon site comme il est beau, parce qu'évidemment, au bout d'une heure, tout termine à zéro. Mais vous aurez de quoi jouer, vous aurez de quoi tester. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à l'installer, et en cas de souci, à nous contacter pour nous puissions vous aider. Le studio permet-il de créer des formulaires dynamiques en plus des modèles de page? Les formulaires dynamiques, c'est le module actuellement développé par mes collègues dans les bureaux pendant que moi je fais la présentation ici. Donc nous avons ce module qui nous a été demandé par un de nos clients et qui est en cours de développement actuellement et qui sera reversé dès que nous l'aurons terminé d'ici, je crois, 3-4 semaines. C'est-à-dire que nous avons une phase de recette d'abord et si tout va bien, ce sera en ligne bientôt. Donc voilà, je crois que nous allons clore ici les questions. Je repasse la main à Didier pour un petit dernier mot. Voilà, le webinaire touche à sa fin. Merci de votre présence. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette nouvelle solution. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à aller sur nos sites internet ou sur le site communautaire. Et puis j'espère que nous aurons l'occasion de vous retrouver au CMSD où nous aurons un stand et une présence physique et où d'autres démonstrations seront effectuées. Merci, à bientôt.